Chers apprenants, toujours dans le cadre du module d'anatomie et physiologie, l'Institut national des études supérieures paramédicales Batna, toujours destiné aux hygiénistes première année, Dr Benbrahim, on va voir le cours d'ostéologie. C'est quoi l'os? L'os, c'est un tissu conjonctif qu'on a vu dans les tissus. L'os, c'est l'ensemble des structures rigides du corps. On appelle un système squelettique du corps humain l'ensemble de l'os et du cartilage. Le rôle de l'os, c'est le soutien. Il protège les organes. Comment, par exemple, la cage thoracique, elle protège le cœur et les poumons. Ils permettent les mouvements. On ne peut pas bouger sans os. Ils permettent le stockage du calcium et du phosphore. Et un rôle hématopoïétique parce qu'il contient les cellules réticulées. Donc, comme vous voyez ici, le corps il est divisé en deux grandes régions. Un squelette axial qui contient la tête, le rachis, la cage thoracique et l'os hyoïde. L'os hyoïde, il se trouve ici. Ça, c'est le centre. Et on a ici la deuxième partie, c'est la périphérie. La périphérie ou bien le squelette appendiculaire. Il est symétrique, se fixe sur le squelette axial. Il est formé par les membres supérieurs et les membres inférieurs. Les membres sont rattachés avec deux ceintures, une ceinture scapulaire et une ceinture pelvienne. On va voir tout cela dans notre cours. Premièrement, on va étudier l'os comme os. Un os, c'est le reconnaître, identifier ses reliefs caractéristiques et aussi apprendre à l'orienter. Donc, en fin ou en termes de ce cours, on peut orienter et connaître chaque os à sa place. Bien positionner l'os dans l'espace, c'est-à-dire par rapport à la position anatomique de référence. Donc, la position anatomique de référence, l'être vivant il est debout, les mains, les paumes de main, c'est orienté en avant et les pieds sont jointifs. C'est la position anatomique et grâce à cette position anatomique, on peut distinguer le plan sagittal, le plan antérieur, postérieur, supérieur et inférieur, côté droit et côté gauche. C'est pouvoir reconstruire de proche en proche les articulations axillaires auxquelles il s'est associé. Donc, un os, il est configuré d'une certaine structure, il a une tête ou bien une extrémité supérieure, une extrémité inférieure. L'os, il n'est pas seul, mais il est attaché à d'autres os. Donc, qui vont former le squelette. En termes de ce cours, on est censé de reconnaître tous les os et comment sont comment ils sont disposés dans le squelette. Donc, la forme des os. On a les os longs, comme leur nom il indique, un os lent. Il comprend la diaphyse, il comprend une diaphyse, c'est-à-dire le corps, et il comprend les épiphyses de chaque extrémité. À l'intérieur de la diaphyse se trouve une cavité médulaire tapissée par une fine couche de tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif ou bien cette cavité, elle s'appelle l'endoste. Et la cavité médulaire, elle contient de la moelle osseuse qui est jaune lipidique. Et puis, comme vous voyez ici, on a la cavité médulaire, on a
à l'extrémité, c'est le périos. Donc, à l'externe, c'est le périos, le canal médulaire, et à l'intérieur, c'est l'endoste. L'extrémité supérieure, vous voyez ici le cartilage, la ligne épiphysaire, l'os spongieux. Donc, on a les os longs et on a les os courts, comme vous voyez ici, qui sont colorés. Ce sont un os court, c'est-à-dire ces trois dimensions sont presque égales, c'est-à-dire largeur, longueur et épaisseur sont presque la même chose. Comme vous voyez ici, c'est un os plus ou moins cubique. Comme vous voyez, les os du carpe et les os du tarse, ce sont des os courts. Donc, on a les os longs, les os courts et on a les os plats. Un os plat, c'est-à-dire l'épaisseur est largement plus petite que la hauteur. Et la largeur, c'est-à-dire il est large alors qu'il est fin, il n'est pas épais. Comme vous voyez ici, l'os du crâne, l'os du sternum, l'omoplate et les côtes. Ce sont des os plats. Puis, on a des os qui sont irréguliers et n'ont pas une forme régulière. Comme vous voyez ici, l'os des vertèbres. Donc, on a vu l'os long, l'os court, les os plats et les os irréguliers. Et on a les os sisamoïdes. Ces os sisamoïdes ne sont pas vraiment constants. C'est un os minuscule rudimentaire qui sert de point d'appui à différents tendons en regard de la métacarpe phalangienne, du pouce ou derrière le genou. C'est-à-dire ces os sisamoïdes, comme vous voyez, mais ne sont pas des os constants. Donc, il faut savoir surtout les os longs, les os courts, les os irréguliers et on a les os plats. Puis, l'os, il a une couleur. Il est blanc rosé chez le sujet jeune, puis il devient jaunâtre chez le vieillard. Donc, l'os, il n'est pas lisse. Il présente à la surface des émances qui sont des saillies ou des bosses, un bosse. Ces émances, comme vous voyez ici, articulaires, généralement appelées la tête. On a par exemple, comme ici, c'est la tête fémorale. On a la tête fémorale. Donc, la surface du os, elle n'est pas lisse. Elle présente des émances ou bien des bosses ou des saillies. Deuxièmement, elle présente ces saillies, peut-être comme on a dit articulaires comme la tête, comme vous voyez ici, des saillies qui ne sont pas articulaires, qui déterminent par il sert comme des insertions pour les muscles et les ligaments. Selon la taille, on peut voir les tubercules, c'est une petite émence arrondie, comme vous voyez ici. C'est tubercule, un petit saillie. Deuxièmement, on a les tubérosités. Les tubérosités, comme vous voyez ici, c'est une volumineuse saillie. C'est une tubérosité. Et puis, on a les apophyses, comme vous voyez ici. C'est une émence, elle est plus volumineuse, elle est très importante. Comme vous voyez ici, l'apophyse épineuse. Donc, c'est les surfaces, les émances ou bien les saillies. On a les émances articulaires, les émances qui ne sont pas articulaires, petits tubercules, ou bien importants qui donnent tubérosité, ou bien plus volumineux qui va donner un apophyse. Donc, en plus, ces saillies, on peut voir les crêtes, comme ici. C'est une crête, c'est une émence linéaire. Crête, une ligne, c'est une émence linéaire.
Puis, comme vous voyez ici, une autre immense ou bien un saillie, c'est l'épine. Comme vous voyez ici, c'est l'épine de l'omoplate. C'est une immense aiguë. Donc, soit il présente des saillies ou bien des immenses, ou bien il présente des cavités. Les cavités articulaires, comme vous voyez, la tête fémorale, ici, c'est une immense articulaire. Donc, la tête, elle est ronde, l'autre, elle est concave. C'est une cavité. Elle présente également des cavités qui ne sont pas articulaires et qui déterminent par le passage ou l'attache d'un élément anatomique. C'est, comme vous voyez ici, cette gouttière. C'est un canal ouvert. Ou bien, c'est la présence des fossettes. C'est un petit creux plus ou moins large et profond. Et on a également des trous, comme vous voyez ici. C'est ce trou qui permet le passage des vaisseaux et des nerfs. On observe des variétés de trous en fonction de leur taille. On a les orifices de premier ordre, c'est-à-dire des trous importants, puis en second ordre, c'est-à-dire plus fin, puis troisième ordre, et puis le quatrième ordre, on ne le voit que qu'au microscope. Donc, c'est ça, la forme ou bien la surface de l'os. Après qu'on a vu cette surface, on va voir la composition chimique de l'os. Vous voyez ici, généralement l'os, il est dur. Il n'est pas flexible. Mais vous voyez dans ce schéma un os qui est flexible. Comment on a pu rendre l'os flexible? C'est un simple geste. On a mis cet os dans... On a mis cet os dans un milieu acide, l'HCl, et on a laissé l'os pendant plusieurs jours et voilà le résultat. L'os, il a gardé sa forme, mais il est devenu flexible. Cela explique que l'HCl a consommé les sels ou bien dégradé les sels minéraux qui ne sont pas organiques et inorganiques. Le calcium, le phosphore, le magnésium qui sont prédominés. Alors, on trouve également le fer, le sodium, le potassium, le chlore, le fluor en petite quantité. Donc, l'os, il est constitué de ces sels minéraux avec l'ostéine, qui est une protéine, représente le tiers du poids de l'os et toujours, il y a le quart du poids de l'os qui est formé par l'eau. Donc, après la composition de l'os, on va voir la structure de l'os. L'os, c'est un tissu osseux. Comme on a vu dans le tissu, c'est un tissu conjonctif spécialisé. Il est formé de cellules dispersées dans une matrice extracellulaire abondante. La substance fondamentale, elle est dure, elle est rigide et imprégnée de sel de calcium. C'est-à-dire, le tissu osseux, comme on a dit, c'est un tissu conjonctif, donc il est formé par des cellules conjonctives qui sont baignées dans une substance fondamentale avec la présence des fibres. Ici, les fibres de collagène. On a les fibres de collagène, on a une substance fondamentale qui est riche en calcium et sels minéraux et on a des cellules osseuses. Donc, les cellules osseuses sont de 4 types. On a les ostéocytes, comme vous voyez ici, forme d'étoile. On a les ostéoblastes, on a les ostéoclastes et les cellules bordantes. Comme vous voyez ici, les variétés du tissu osseux. Il existe 3 catégories de tissu osseux qui se distinguent par le degré de maturation et ou le mode d'organisation. On a le tissu osseux réticulaire. Réticulé, c'est embryonnaire. On a le tissu osseux lamillaire et on a le tissu osseux spongieux
qui est trabéculaire ou aréolaire. Donc, le tissu osseux réticulaire, comme vous voyez ici, il existe au cours de développement. Il a généralement une durée de vie qui est courte, car ils disparaissent pour être remplacés par un tissu osseux lamellaire. Comme vous voyez ici, c'est un tissu non lamellaire. C'est un tissu primitif. Puis, on a le tissu osseux lamellaire. Le tissu osseux lamellaire, comme vous voyez ici, c'est bien organisé. Vous voyez ici les fibres qui sont parallèles et sont disposées en lame. L'os lamellaire compact, ça s'appelle l'os arversien. Pourquoi il s'appelle arversien? Comme vous voyez ici, il est principalement constitué par des ostions, ou bien c'est le système de Harver. C'est quoi un ostion? Sont faits de 4, comme vous voyez ici, 4 à 20 lames lamellaires osseuses qui sont cylindriques, comme vous voyez ici, qui sont disposées concentriquement autour d'un canal de Harver. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, ce canal qui contient un vaisseau, des éléments vasculaires et qui sont entourés par des lamelles. Les lamelles, on a dit de 4 à 20 lamelles. Cette structure s'appelle un ostion ou bien un canal de Harver. Donc, les ostions sont disposés parallèlement. Comme vous voyez ici, des ostions qui sont parallèles l'une à l'autre. Aux autres est parallèle au grand axe des diaphyses de l'os. C'est-à-dire, vous voyez ici la moelle osseuse, c'est-à-dire le canal médulaire, l'endoste et le périoste ici. Et vous voyez ici les ostions ou bien le système harvien. Et puis, on a le tissu spongieux. Le tissu spongieux, il est trabéculaire ou aréolaire. La partie solide serait constituée de tissu osseux lamellaire. Il est entouré par un tissu osseux lamellaire et la cavité, elle est formée et de taille irrégulière, sans communication entre elles et sont occupées par la moelle osseuse et les vaisseaux. Comme vous voyez ici, il y a un vide. Il est constitué par un réseau labyrinthique, c'est-à-dire comme un labyrinthe de plaques et ou de trabécules dans les espaces duquel se localise un tissu hématopoïétique. Donc, la structure des différents os, l'os compact et l'os spongieux se disposent différemment selon le type de l'os. Donc, on a un os spongieux et un os lamellaire. Ces deux os sont différents selon l'os. Donc, un os long, il présente dans la diaphyse l'os compact médulaire, à l'intérieur contenant la moelle osseuse jaune, et les deux extrémités, c'est l'os spongieux. Elle contient également la moelle osseuse qui est rouge, comme vous voyez ici. Donc, un os long, il est composé d'un os spongieux des deux extrémités et un os compact au milieu. Les os courts sont compacts, des petites lamelles ici compactes, et au milieu, c'est l'os spongieux. Les os plats, c'est un os spongieux diploïde, comme vous voyez ici, en couche moyenne, l'os compact qui est vitré comme des vitres supérieures et inférieures, et au milieu, c'est une couche qui est externe, une couche de l'os spongieux, avec deux vitres, internes et externes, de l'os compact. Donc, comment il se développe l'os? L'osteogénèse de l'os, c'est le développement des os, ou bien l'ossification. C'est le processus de formation des os. Donc, l'ossification primaire. L'ossification,
s'appelle une ossification de membrane à partir d'un tissu conjonctif. C'est à partir de ce tissu conjonctif que les fibroblastes se différencient et qui vont donner des osteoblastes ou bien des ostéoïdes qui sont rapidement minéralisés. C'est-à-dire, l'ossification de membrane, ça se fait à partir d'un tissu conjonctif. C'est une ossification primaire. Et puis, on a l'ossification endochondrale, c'est une ossification également primaire à partir d'une ébauche cartilagineuse. Il y a un cartilage hyalin et ce cartilage hyalin, comme vous voyez, va se croître ou développer ici, au centre, les deux sens et à la périphérie. Et comme vous voyez, le développement de l'os, c'est-à-dire c'est une ossification à partir d'une ébauche cartilagineuse. Puis, après cette ossification primaire, on a l'ossification secondaire, c'est-à-dire à partir de l'os primaire déjà formé. Donc, les mécanismes d'ossification secondaire correspondant au phénomène aboutissant à la lamellisation osseuse. Donc, l'os qui est non lamillaire ou bien immature va devenir un tissu osseux de type lamillaire. L'ossification est périostique, c'est-à-dire qui se fait à partir du périoste, c'est une croissance en épaisseur de l'os, lamillaire, secondaire et mature. Donc, l'ossification tertiaire, elle se trouve chez l'adulte, correspond au remodelage osseux permanent. Donc, on a dit que l'os, il contient les sels, le calcium, les sels minéraux. Lorsque l'organe il a besoin des sels minéraux, il demande ces sels minéraux de l'os. Donc, ce remodelage, il est toujours actif. Il comprend l'ensemble des mécanismes modifiant la structure des os lamillaires par destruction puis resynthèse osseuse permettant l'adaptation du squelette. Donc, cette adaptation ou bien ce remodelage, il est en fonction de la croissance, au maintien de l'équilibre phosphocalcique, aux nouvelles contraintes mécaniques qui peuvent apparaître au cours de la vie, augmentation du poids, conditions de travail particulières. Je vous explique. Donc, l'os chez l'adolescent, l'os il est en croissance, donc il est toujours en synthèse. Puis, voyons le maintien de l'équilibre phosphocalcique. Par exemple, c'est chez un malade qui a une ostéoporose. Donc, ce malade, il a des os qui sont fragiles. Il perd son calcium. Donc, il y a toujours l'os qui va intervenir et pour équilibrer ce bagage ou bien le besoin du corps en phosphore et en calcium. Donc, après ça, on va voir les os, un os par os. En commençant par l'étude du squelette, le squelette axial. Le squelette axial, on a dit le crâne, le rachis, le thorax. La première des choses, c'est le crâne. Comme vous voyez ici, le crâne, il est formé par plusieurs os. On a l'os frontal, l'os sphénoïde, ethmoïde, on a les os pariétal, l'occipital, temporal. Comme vous voyez ici, les os de la face, on a les os frontales, les os propres du nez. Donc, le crâne, il est formé par deux structures. On a le crâne et la face. Pour le crâne, il est formé de 8 os qui sont 2 paires et 4 impairs. Les 2 paires, on a donc les 2 paires, on a les pariétaux, les 2 pariétaux et les 2 temporels. Et on a les os impairs, on a
l'os frontal, l'os ethmoïde, comme vous voyez ici, l'os sphénoïde, comme vous voyez ici en rose, l'os sphénoïde, et on a en vert l'os occipital. Donc, on a des os qui sont impairs, l'os frontal, l'os ethmoïde, sphénoïde et occipital. Et on a les os pairs qui sont latéraux, on a les temporaux, comme vous voyez ici en orange, et les pariétales en bleu. Et puis, on a les os de la face. On a la face, elle est formée par deux massifs osseux. On a la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. La supérieure, elle est porteur des dents le haut, comme vous voyez ici. On a l'os azygomatique qui forme les pommettes de la face. Les os propres du nez, c'est le squelette du nez. Et on a les os lacrymales, comme vous voyez ici. Les os lacrymales qui vont former la paroi interne de l'orbite. On a également l'os, les palatins, comme vous voyez ici en rouge. C'est un os complexe qui entre dans la constitution des fosses nasales et la voûte des palais. On a également les cornets, comme vous voyez ici, qui appliquent la paroi nasale, supérieure, moyen et inférieur. On a également l'os vomaire, comme vous voyez ici, qui entre dans la constitution des fosses nasales. Et on a les maxillaires inférieurs, qui est un os impair et le porteur des dents inférieures du bas. On a le petit os éoïde, comme vous voyez ici, l'os éoïde. Ici également, l'os éoïde, os de la langue, il est en forme en U, comme vous voyez ici, en dessus du maxillaire inférieur. Donc, deuxièmement, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, dans son ensemble, elle forme un tube osseux qui représente l'axe du tronc. Elle n'est pas parfaitement rectiligne, comme vous voyez ici. Elle est concave, convexe, concave et puis vice-versa. Les vertèbres, on a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires et 5 vertèbres sacrées qui sont soudées entre elles. Et on a le sacrum qui est 3 à 4 vertèbres coccygiennes soudées entre elles. Et on a le coccyx. C'est la colonne vertébrale. Puis on a la cage thoracique, comme vous voyez ici. La cage thoracique, elle est constituée par les vertèbres. Latéralement, en arrière, on a les vertèbres. Latéralement, on a les côtes. Et antérieurement ou bien en avant, on a le sternum. Elle protège, comme on a dit, le cœur et les poumons et les gros vaisseaux. Les côtes sont reliées, comme vous voyez ici, entre elles, permettant la respiration et elles soutiennent la ceinture scapulaire. Donc, les côtes, comme vous voyez ici, il y a 12 paires de côtes. Première côte, deuxième, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez la 7e, 8e, 9e, 10e côte. Comme vous voyez, ils ont un cartilage commun. Ces côtes qui sont en arrière reliées avec le rachis et en avant avec le sternum. Comme vous voyez ici, les 7 premiers côtes ont c'est des vraies côtes et puisqu'ils s'attachent à la colonne du rachis et au sternum, et puis les fausses côtes qui
qui ont un cartilage en commun pour se rattacher au sternum. Et on a les côtes flottantes, comme vous voyez ici. Les côtes flottantes, c'est deux paires, les deux dernières côtes. Comme vous voyez ici, ils sont libres. Ces flottantes sont reliées juste à la colonne vertébrale et on n'en pas reliées au sternum. Comme vous voyez ici. Donc, après le squelette axillaire, on va voir le squelette appendiculaire en commençant par le membre supérieur, la ceinture scapulaire, l'humérus, articulation huméro-radiale et puis les deux os de l'avant-bras et la main. Donc, la ceinture scapulaire, elle est formée par la clavicule, par l'omoplate. La clavicule, c'est un os en forme de S, comme vous voyez ici en jaune, en S, qui s'articule avec le sternum, le manubrium sternal, et qui s'articule avec l'acromion. L'acromion, c'est, comme vous voyez aussi, c'est l'omoplate. C'est-à-dire, il s'articule avec l'omoplate et il s'articule avec le sternum. L'omoplate, c'est un os plat, comme vous le voyez, triangulaire, qui se trouve à la face postérieure du thorax. À son angle externe, il y a la cavité, comme vous voyez ici, la cavité glénoïde, qui s'articule avec l'humérus. Il comprend également sur le haut l'apophyse comme un coracoïde, à sa face antérieure, et l'épine de l'omoplate, comme vous voyez ici, l'épine de l'omoplate qui se termine par l'acromion. L'épine de l'omoplate qui se termine par l'acromion qui s'articule avec la clavicule. Donc, après la ceinture, on a l'os l'humérus. Il est formé de trois parties, c'est un os long, donc il a une extrémité supérieure, épiphyse, diaphyse et épiphyse. La surface articulaire de forme sphérique, c'est qui s'articule avec la cavité glénoïde de l'omoplate. Un corps où s'attache, où les muscles s'insèrent, et une extrémité inférieure avec les deux surfaces articulaires. On a les trochlées qui s'articulent avec l'ulna et le condyle qui s'articule avec le radius. Puis, on a l'avant-bras. Donc, voilà le radius et voilà le cubitus. Le cubitus qui va s'articuler avec le radius qui va s'articuler avec le condyle et l'ulna qui va s'articuler avec la trochlée. Et puis, on a la main. La main, les os du carpe, comme vous voyez ici, il existe 8 os courts qui sont formés en 2 rangées. Ce sont des os très mobiles qui permettent la mobilité de la main. Une rangée proximale, on a la première rangée proximale, scaphoïde, semi-lunaire, pisiforme, pyramide et le pisiforme. Deuxième rangée qui est formée par trapèze, trapézoïde, le grand os et l'os crochu. Puis après les carpes, on a les métacarpes, c'était 5 os longs. Puis on a les phalanges, phalanges au nombre de 3 par doigt, comme vous voyez ici, sauf pour le pouce où il y a P1 et P2. Ici, P1, P2 et P3. C'est les phalangettes. Puis, on va voir le membre inférieur, la ceinture scapulaire, fémur, tibia, fibula et le pied. Donc, chaque os iliaque qui vont former
la ceinture scapulaire, elle est formée par l'ilion, par l'ischion et par le pubis. Comme vous voyez ici, la symphyse pubienne, c'est les deux os pubis en vie, puis on a les ischions et on a l'ilion qui vont former la crête iliaque. La cuisse, elle est formée par le fémur. C'est un os lent qui est le plus gros, le plus fort. On retrouve le col de fémur et deux apophyses, le gros et le petit trochanter. Puis, on a la jambe qui est formée par le tibia et la fibula ou bien le péroné. On a le pied qui est formé par 7 os qui sont les postérieurs. On a l'astragale et le calcaneum qui vont former le talon. On a l'antérieur, le cuboïde, les scaphoïdes et les 3 cuniformes. Puis, on a les métatarses, les plantes des pieds, 5 petits os et on a les phalanges. Donc, mes chers apprenants, l'étude de l'histologie, elle permet de déterminer l'âge, le sexe, le stade de développement d'un individu et sa croissance. Merci de votre attention.